Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce, Mohamed Sbihi, qui va non seulement nous expliquer ce qu'est réellement le rôle d'un ambassadeur, mais aussi nous dévoiler son parcours et partager avec générosité ses conseils pour qui souhaiterait rejoindre cette noble mission. Bonne écoute à vous sur le podcast 27. Monsieur l'ambassadeur, après une impressionnante carrière dans la diplomatie, au ministère des Affaires étrangères, à la direction des affaires africaines, en tant que consul général d'Istanbul, puis conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, vous avez été nommé, je crois que c'était le 15 décembre 2021, ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce. À qui est-ce que vous avez pensé quand vous avez appris cette nomination? Tout à fait naturellement aux parents pour leur sacrifice, à mes enfants aussi qui ont sacrifié beaucoup pour pas avoir été souvent avec moi, à leur mère, à ma famille, à mes amis et surtout aussi à tous ceux qui ont pu contribuer à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, mes enseignants, mais aussi les patrons que j'ai eus durant toute ma vie, dans mes carrières, durant les professions que j'ai eues à exercer durant ma modeste vie. Et alors, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est comme un puzzle. C'est un puzzle qui est fait de plusieurs pièces. Parfois, on n'arrive pas à terminer un puzzle parce qu'il manque une ou deux pièces. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, même si je n'ai pas terminé mon puzzle, toutes les pièces sont là aujourd'hui? Vous savez, même s'il manque une pièce, on a grosso modo l'image. C'est déjà ça. C'est vrai que l'image n'est pas complète, mais elle nous donne déjà un aperçu sur ce qu'on a et, et au lieu de faire attention à ce qui manque, surtout à la pièce, j'ai préféré voir un peu tout ce que j'avais. Parce que faire un focus sur ce qu'on n'a pas, c'est une perte de temps. Il vaudrait mieux apprécier ce qu'on a et penser toujours à ce qu'on a. Parce que quand on perd ce qu'on a, c'est là où on ressent le vide. Absolument, absolument. Et justement, finalement, votre parcours, tant académique que professionnel, démontre une véritable volonté de servir votre pays. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix, monsieur l'ambassadeur? Qu'est-ce qui a déclenché en vous votre envie de rejoindre ce métier qui est plus qu'un métier, je pense? À l'origine, j'ai toujours rêvé de voyager. J'ai toujours rêvé de faire un métier empreint de voyage. Et comme tous les gamins du monde, on se voit pilote dans un cockpit et tout ce qui s'ensuit. Bon, pour des raisons que vous imaginez qui sont des raisons scolaires, quand on prend une route qui ne coïncide pas, ou un chemin qui ne coïncide pas avec la formation initiale que dictent les impératifs de la formation de pilote de ligne, et bien là, on se réadapte. On se réadapte. Et je me souviens très bien que durant mon année de bac, je me suis dit pourquoi pas diplomate. Et quand je l'ai annoncé à mon père, il était tout heureux. Il était tout heureux parce que dans une vie, il était diplomate de fonction, pas de carrière. C'est-à-dire que ce n'était pas un diplomate qui a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Bon, il était dans d'autres départements ministériels. Il a été mis à la disposition de la diplomatie marocaine pour quelques années et il a regagné son ministère d'origine. Il y avait ce goût d'inachevé chez lui et il m'en a parlé et je me suis mis à rêver. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit c'est le métier que je voulais faire.
Pour le faire, il n'y avait pas 3 ou 4 chemins. Il y en avait 2. J'ai choisi le plus dur. Je ne dirais pas têtu comme je suis, mais euh, ambitieux et déterminé comme je suis. Je n'ai pas lâché prise jusqu'à ce que j'obtienne ma place au concours de l'École nationale d'administration marocaine. Voilà. Et quand vous dites que vous avez choisi la voie la plus dure, c'était l'école d'administration, c'est ça? Exactement, parce qu'à l'époque, c'était sur concours. Nous étions, je m'en souviens encore comme si c'était hier, bien que ça fait plus de 30 ans, nous étions 10 000 candidats. Et sur les 10 000, 110 ont été pris. Entre le baccalauréat et le concours, il y avait eu 3 ans d'université. Et comme j'étais de nature, et je suis toujours quelqu'un d'indépendant, j'ai voulu travailler et assurer mes besoins, m'assumer comme un grand et ne plus être une charge pour mes parents. Partant de cela, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans la téléphonie, dans une entreprise qui représentait les intérêts de Bell Belgique au Maroc. C'était durant les années 80. J'ai travaillé aussi dans le bâtiment pendant 3 ans. Et au bout d'un moment, j'ai fait une pause en me disant que je ne pouvais pas allier les deux. Et je me suis décidé à reprendre à zéro. Quand on fait, quand on prend la mauvaise route, il n'y a pas de honte à s'arrêter et à se rediriger vers le bon sens. Voilà. En réalité, c'est même pas une question de honte, c'est surtout une question de courage, parce que finalement, vous étiez sur un puzzle qui marchait plutôt bien. Vous étiez, comme on dit beaucoup aujourd'hui, dans votre zone de confort. Et puis à un certain moment, toc toc, votre rêve est revenu à vous. Et là, vous vous êtes dit non, je veux absolument me rapprocher de ce rêve. Et vous avez tout lâché pour aller vers ce fameux concours que vous avez réussi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas? Parce que beaucoup de gens se disent, oh, je n'aime pas mon métier, je voudrais faire telle ou telle chose et ne le font pas. Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté ce pas? Écoutez, à l'époque, j'étais seul. J'avais pas de personne à charge. Et je me suis dit je n'avais rien à perdre. C'était à la fin des années 80, même si j'avais à l'époque un salaire qui avoisinait le salaire d'un haut cadre dans la fonction publique, excusez-moi, pour moi, il était inconcevable de se morfondre dans une petite aisance momentanée et fausse que de pouvoir vivre mon rêve. Et j'ai décidé de faire de, re, de réaiguiller ma destinée. Et voilà, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et Et, j'avais et, tout à gagner. Et c'est ce que j'ai fait. et est-ce que vous vous dites aujourd'hui que c'était le moment déterminant de votre vie, de votre carrière? Ouf, il y en a eu beaucoup. Ah oui? Il y en a eu beaucoup. Il Vous y en aurait savez, quoi? euh, il y a eu d'abord les études secondaires. Euh, Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis aujourd'hui diplomate, mais j'étais quelqu'un d'anticonformiste et de rebelle. Et durant mes études secondaires, je me souviens, j'étais avec une superbe classe de première, et à l'époque, le passage de première en terminale se faisait d'office. Il n'empêche que le conseiller principal d'éducation du lycée avait décidé de me renvoyer du lycée. Donc j'ai passé mon bac candidat libre pour pas avoir une idée sur ma détermination. Et je l'ai eu. Nous étions une petite poignée à l'avoir de ma promotion de première et j'étais tout heureux d'être avec eux, malgré que je passe mon bac en candidat libre. Ce qui était formidable, c'est que même si même si je l'ai eu, j'ai gardé la tête froide. J'ai gardé la tête froide et j'étais décidé à poursuivre mon chemin parce que j'étais convaincu que ma détermination était infaillible et qu'à chaque fois que j'étais déterminé, je pouvais atteindre mes objectifs. Aujourd'hui,
vous êtes ambassadeur et c'est quelque chose que tout le monde connaît. On sait ce qu'est un ambassadeur, mais j'imagine qu'on ne soupçonne pas l'addition de tâches et tous les rôles que doivent remplir un ambassadeur aujourd'hui. Alors, c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre journée type? Alors, quel est le rôle d'un ambassadeur? Un ambassadeur, si vous voulez, est ce qu'on appelle communément dans le jargon privé un commercial. C'est une personne qui doit marketer le Maroc, qui doit montrer ce que fait le Maroc, ses points forts, mais aussi ses points faibles. Parce qu'un ambassadeur ou un diplomate, tout court, ce doit être quelqu'un de fidèle, mais aussi d'honnête. Il ne faut pas croire que, en racontant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes à son interlocuteur, que forcément on va l'atteindre. Loin de là, il s'agit d'une crédibilité. Et quand on est ambassadeur du Maroc, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas être crédible. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi à ses interlocuteurs. On parle du Maroc, on vend la destination Maroc, on vend les avancées, excusez-moi le terme, je le mets entre guillemets, on parle des avancées du Maroc aussi bien au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau international, où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes. Et croyez-moi, je l'exerce aujourd'hui au quotidien. Et je trouve un bonheur immense de faire découvrir à mes interlocuteurs le Maroc sous toutes ses facettes. Et pour moi, quand je finis mon entretien avec mon interlocuteur ou mon interlocutrice et que je lui ai parlé du Maroc, euh, quand cette personne m'accompagne en me disant non, non, il faut qu'on se revoie, je sais que j'ai réussi la première partie de ma mission, qui consiste d'abord à accrocher cette personne en termes de marketing et ensuite à transformer l'essai et à faire en sorte à ce que cette personne qui est responsable, que ce soit d'une institution publique ou d'une institution privée, qu'elle établisse un contact euh, sérieux et durable avec mon pays. Et j'imagine que vous avez tellement de belles choses à dire sur notre pays parce que on voit ce qui a les avancées et les progrès incroyables qu'on a pu vivre nous en tant que Marocains et Marocaines. Je veux dire, on a un pays qui bouge, qui devient une véritable locomotive, notamment de l'Afrique. Alors quand je vous dis Afrique remarquable, vous me répondez quoi, Monsieur l'ambassadeur? Ah, ça c'est ma passion. C'est ta passion, c'est notre continent d'appartenance. Ce sont nos origines profondes. On ne peut pas concevoir le Maroc sans l'Afrique et on ne peut pas concevoir l'Afrique sans le Maroc. Euh, vous savez, j'ai eu la chance de visiter la quasi-totalité des pays africains. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des mêmes comportements sociaux, la solidarité, nous avons le même sens de l'hospitalité et nous avons aussi en commun les mêmes problèmes originels. D'un point de vue hospitalité, vous savez, comme nos frères d'Afrique subsaharienne, je ne citerai que, par exemple, nous avons le cœur sur la main. Quand il m'est arrivé de me perdre dans la brousse, et cela s'est déjà produit, j'ai eu droit à une invitation avec tapis rouge. Et on m'a offert tout ce que les gens avaient. Et Dieu seul sait que ça m'a touché au plus profond de mon âme. Euh, Mieux encore, pour nos frères et nos sœurs, pour nos sœurs et nos frères africains, le Maroc, c'est l'Europe. C'est l'Europe, mais c'est aussi un pays accueillant, un pays de partage, un pays aussi qui se soucie du continent et non pas un pays qui est borné uniquement en gardant le, le côté nord en vue. Vous savez, pour ne pas perdre le nord, il faut garder le sud. Et ce qui fait notre force en Afrique, c'est que nous sommes un modèle sur plusieurs plans. Mieux encore, l'Afrique s'est affranchie
quelque part, et ce mouvement commence à s'accélérer, des relents idéologiques euh, de nous sommes des pays du tiers-monde. Non, non, non. L'Afrique aujourd'hui est décomplexée. C'est ça ce qui est formidable, ce qui fait que l'Afrique se fait confiance en elle-même. Et comme l'a dit Sa Majesté, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a cette interdépendance et cette volonté d'interagir entre nous pour pouvoir nous aider en nous prenant les uns des autres comme modèle et comme exemple. Et dans le cadre de l'échange d'expériences, de voir ce que nous avons réussi et dans quoi nous avons échoué pour pouvoir prendre de chez un pays frère africain les choses qu'ils ont réussi. Et au fond, on peut dire que en Afrique, il y a cette bienveillance réelle et cette envie d'avancer. On parle de la nouvelle Afrique, c'est là où ça se passe. Et c'est vrai que du Maroc, beaucoup de choses se font par rapport à l'Afrique. Et quand je reviens à cette bienveillance, j'ai observé votre activité, Monsieur l'ambassadeur, sur le réseau professionnel LinkedIn. Et vous avez informé vos abonnés de votre initiative d'ambassade itinérante pour être au plus proche, cette fois-ci des Marocains de Grèce. Et j'étais très touchée par les motivations que j'ai cru comprendre être derrière, qui étaient vraiment d'être utile aux Marocains dans la bienveillance et dans le côté pratico-pratique. Vous avez par exemple fait économiser beaucoup de sous à des Marocains qui n'ont pas eu à se déplacer jusqu'à Athènes pour pouvoir faire certains papiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos ambitions d'ambassadeur du Maroc en Grèce et cette activité-là notamment de proximité? Alors, cette idée est venue du fait qu'il y a eu un constat sur le terrain, qui est celui de l'ignorance du Maroc. Vous savez, le Maroc, pour une bonne partie des Grecs, est un illustre inconnu. Tout le monde connaît le Maroc, tout le monde sait où se trouve le Maroc, mais personne ne sait ce qu'a fait le Maroc, où en est le Maroc, qu'est-ce qu'offre le Maroc en termes d'investissement, en termes économiques, en termes de tourisme, en termes de culture, en termes de partage. Et pourquoi l'ambassade itinérante? Nous aurions pu faire le consulat mobile comme ce que font beaucoup de nos collègues, mais nous avons tous ensemble, avec mes collaborateurs, essayé de donner de la consistance à cette mission, à savoir servir nos ressortissants marocains. Juste pour vous donner une petite idée, nous avons fait cette ambassade itinérante pour les services rendus aux citoyens marocains. Nous avons reçu un seul Marocain dans le Péloponnèse durant ce déplacement. Nous l'avons fait ce week-end, nous avons fait la première partie ce week-end à Rhodes. Un seul Marocain est venu bénéficier des prestations consulaires. Et Dieu seul sait que nous avons mené une campagne médiatique conséquente à travers les réseaux sociaux, à travers les relais que nous avons au sein de la communauté, à travers aussi certains médias électroniques. Et nous nous sommes dit que pour pouvoir essayer de créer une sorte de péréquation entre la quantité de Marocains qui se présenteront au service consulaire pour bénéficier de ces prestations et l'opportunité qu'offre cette ambassade itinérante pour pouvoir véhiculer l'image actuelle du Maroc tel qu'il est, quelles sont les ambitions de notre souverain, le choix était fait dès le départ et je peux vous assurer que le retour sur investissement est énorme. Je ne pourrais pas en dire davantage, mais sachez que il y a énormément d'actions de coopération qui ont été enclenchées. Il y a énormément de déficits en termes communicationnels qui sont réduits. Je ne peux pas dire qu'ils sont résorbés, mais aujourd'hui, quand vous rencontrez un responsable d'une région dont le produit intérieur brut représente à peu près le tiers du produit brut du Maroc et qui vous dit à l'issue de votre rencontre, non,
il faut que j'aille au Maroc découvrir ce qu'il y a, parce que ce que vous me dites, je l'ai jamais entendu. Euh, le commun des mortels dirait ouais, mais on n'a pas travaillé, on n'a pas communiqué. Je dirais non, c'est le rôle des ambassades. C'est notre rôle d'aller taper aux portes et, comme je vous ai dit, de faire le VRP, de communiquer, de marketer la direction Maroc et le Maroc en tant que terre d'accueil, en tant que terre d'investissement, en tant que terre productive. Vous savez, j'étais aussi à Chypre, j'ai rencontré l'un des très hauts responsables de la Chambre de commerce chypriote, et quand je lui ai dit que la première source de devises en termes d'exportation au Maroc, c'était la production de véhicules, mon interlocuteur était figé pendant quelques secondes. Il m'a dit est-ce que vous fabriquez des voitures? Je lui ai dit oui. Ah bon? Je lui ai dit oui, on fabrique des voitures de bout en bout. Et on maîtrise le process en amont et en aval. Et quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas un avion sur la planète qui était soit sur le taxi ou dans les airs, qui ne contenait pas une pièce fabriquée au Maroc, je vous assure qu'il s'est affalé sur sa chaise, sur son fauteuil, et m'a dit écoutez, j'aimerais bien que vous veniez faire une présentation sur le Maroc, sur les secteurs d'activité, sur ce qu'il y a lieu de faire ensemble. Et voilà, nous envisageons de le faire dans pas longtemps. Il faut pas agir dans la précipitation quand on est diplomate. Il faut mesurer ses pas et savoir avant de faire une présentation, d'analyser quel va être l'auditoire pour pouvoir segmenter, cibler l'angle d'attaque que nous allons utiliser. Par exemple, je ne vais pas m'attarder à faire un exposé sur l'aéronautique dans un pays qui a forte vocation agricole et qui est dans les services. Donc, vous voyez, c'est ce choix que nous devons de faire en bonne intelligence économique et stratégique, et éviter de sombrer dans la littérature habituelle ou dans ce que j'appellerais communément la phraséologie. Vous êtes un grand communicateur, vous savez parfaitement faire passer les messages, et de l'autre côté, le métier d'ambassadeur, c'est un métier de réserve, de confidentialité, de secret. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ces élans de communication et en même temps cette confidentialité qui est presque je sais pas, quelque chose qui est toujours en filigrane dans tout ce que vous devez faire, j'imagine. Ben, vous savez, le métier d'équilibriste et le métier de diplomate et le métier d'équilibriste sont jumeaux. Comme vous l'avez dit il y a quelques secondes, il faut faire du teasing avant de rencontrer un auditoire. Il faut faire du teasing. Et bien évidemment, il y a aussi l'obligation de réserve, comme nous l'appelons dans le jargon du métier. Nous avons des principes de politique étrangère marocaine qui sont bien ancrés. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, trace les lignes directrices de notre politique étrangère. Et nous, en tant qu'appareil diplomatique, si vous voulez, nous sommes la courroie ou la machine d'aide à la prise, l'une des machines d'aide à la prise de décision. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'informer, ne pas faire d'analyse avec le cœur, mais une analyse mentale, une analyse réaliste de ce qui se passe sur le terrain, sans pour autant heurter la sensibilité du pays d'accueil, essayer d'être réaliste et ne pas, vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et essayer aussi d'être discret, parce que quand on fait le métier de diplomate, on ne peut pas se permettre certains écarts, parce que il ne s'agit plus de nous en tant que intuitif personnel, en tant que personne physique, mais c'est une institution. Un diplomate est une institution, quel que soit le poste qu'il occupe dans une ambassade ou dans un consulat, et quelle que soit sa fonction. Quand il se déplace, c'est tout le Maroc qu'il déplace. Quand il parle, c'est le Maroc qui parle. Quand il prend une fourchette et un couteau, c'est le Maroc qui mange à table. Donc il y a
cette obligation de savoir-vivre, mais surtout de savoir-être qu'il faut maintenir. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons des jeunes diplomates qui sont en train d'arriver, qui nous donnent, qui nous mettent du baume au cœur. Nous sommes heureux de voir cette nouvelle génération. Et mieux encore, aujourd'hui, la diplomatie marocaine est en train de s'enrichir à un point extraordinaire, puisque 35% des diplomates sont des femmes. Si vous aviez, monsieur l'ambassadeur, à donner un conseil à une jeune Marocaine ou un jeune Marocain qui souhaiterait s'engager dans cette magnifique carrière, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? D'abord, d'être polyglotte. Deuxièmement, d'oublier son ego. Troisièmement, de se dire à lui-même et de ne pas se mentir qu'il est un soldat. Un soldat qui le différencie d'un soldat militaire. Alors, la seule différence, c'est la tenue. C'est la tenue et quelles sont les armes avec lesquelles le diplomate va défendre son pays. D'abord, c'est avec sa plume, avec sa vivacité d'esprit et avec les langues qu'il maîtrise pour pouvoir véhiculer la vérité. La vérité et surtout d'avoir l'esprit militantiste. L'esprit militant, le militantisme, c'est important. Le Maroc n'est pas un pays à vocation ou un pays pétrolier. Nous ne sommes pas l'un des pays les plus riches, mais notre richesse, ce sont nos hommes et nos femmes, et nos hommes, pardon. C'est notre jeunesse, c'est notre intelligence, notre culture, notre sens de l'hospitalité et aussi notre ouverture sur le monde, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, voyez-vous, ce sont autant d'armes que là où le diplomate en herbe se doit de préserver jalousement et qu'il se doit de cultiver. Il ne faut pas qu'il s'enferme dans ses certitudes, loin de là. Il faut qu'il accepte la critique, mais aussi d'être suffisamment outillé pour, au-delà des propos irritants qu'il pourrait écouter ou qu'il pourrait entendre durant sa carrière, qu'il soit en mesure de riposter dans le calme, avec doigté, dans la douceur, avec toute l'intelligence émotionnelle qu'il faut, et sans verser dans l'hérésie. Voilà. J'ai découvert récemment que la face éclairée de la Lune avait des températures qui pouvaient grimper jusqu'à 150 degrés. Donc ça va, il fait vraiment très chaud, hein. Et puis, lorsqu'elle est à l'ombre, eh bien la température peut descendre à moins 150 degrés. Donc il y a vraiment deux faces cachées de la Lune, une où il fait très chaud et une où il fait très froid. Et ma question, c'est est-ce que réussir dans la vie, c'est ne pas échouer ou savoir échouer? C'est-à-dire savoir être d'un côté de la Lune et d'un autre à certains moments. Alors, le terme échouer m'horripile. Je suis désolé de vous le dire, parce qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons. Quand on parle d'échec, ça veut dire que c'est fini, on se relève plus. Or il faut continuer à se redresser, même si on trébuche, et de faire de ces ratés, je dirais les choses comme ça, des leçons, comme j'en ai eu dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, et d'en tirer un maximum de bénéfices. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires qui m'ont formé. D'abord, le premier, c'est mon père, qui m'a appris beaucoup de choses dans la carrière administrative et aussi dans la carrière diplomatique, bien qu'il était diplomate pour un laps de temps réduit, à mes anciens directeurs et ambassadeurs avec qui j'ai travaillé, mais aussi avec les consuls généraux avec qui j'ai dû exercer. Le chaud et le froid font partie de la vie. On peut vivre ça dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, et c'est notre capacité d'adaptation qui fait de nous ce que nous sommes. Maintenant, quand il fait chaud, il faut porter l'accoutrement qu'il faut,
Et quand il fait froid aussi, quand il fait froid aussi. J'aime bien la lune. Le choix de la lune n'est pas anodin et je l'apprécie beaucoup parce que au-delà du chaud et du froid, la lune agit aussi sur les marées. Et comme les Marocains ont le pied marin, nous sommes un pays à vocation côtière et nous avons quand même 3500 km de côte, ce qui fait de nous des gens qui sont alertes par rapport au changement et notre capacité d'adaptation aux difficultés fait de nous un peuple intelligent. Nous, aujourd'hui, je dirais à la personne qui m'écoute, on apprend beaucoup plus quand on trébuche que quand tout se passe bien. Vous savez, c'est comme quand on était petit, je me souviens, quand on avait la théière qui était pleine à ras-bord avec de l'eau chaude dedans, avec le bon thé à la menthe de notre cher pays, eh ben, aucun Marocain n'a échappé à la brûlure de la théière, malgré que nos aînés nous disaient n'approche pas la théière, évite la théière, évite la théière. Eh ben, ce sont ces erreurs volontaires qui nous ont permis d'apprendre plus tard à, quand on voit une théière dans un plateau entouré de verre, on touche le haut à la va-vite pour savoir si elle n'est pas chaude. Donc, vous voyez, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Absolument. Alors, la dernière question, monsieur l'ambassadeur, si vous aviez un conseil à donner au jeune Mohamed qui passait son bac, je pense en 87, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel est le conseil que vous lui donneriez aujourd'hui? Reste toi-même. Reste toi-même. Garde les pieds sur terre. Garde la tête froide. Tu as fait ce en quoi tu as cru. Et aujourd'hui, tu as fait un bon bout de chemin. Et c'est pas aujourd'hui que c'est pas en changeant que tu avanceras plus loin, plus haut et plus vite. Au contraire, tu as été quelqu'un qui est resté fidèle à ses principes et à ses valeurs. Et voilà que je suis heureux qu'il ait fait ce parcours. Ça me fait bizarre un peu parce que c'est un peu schizophrène, mais c'était nécessaire pour dire que oui, il faut bien être intouchable dans la vie. C'est ce qui fait la force d'un diplôme. Il faut bien être turbulent parce que ça développe la capacité réactive face à la difficulté et face à l'adversité. Il faut pas avoir peur. Comme on dit l'Arabia, Hachem ou la traf. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, pour votre temps et pour la générosité des partages que vous avez bien voulu dire aujourd'hui. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est moi, c'était un plaisir et bon courage et j'espère qu'on aura davantage de personnes qui passeront et qui partageront leur vécu et leur expérience. Et j'espère contribuer à inspirer notre jeunesse marocaine pour leur dire que the sky is the limit et croyez en vous. Et si vous croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Donc croyez en vous, croyez en vos compétences, en vos capacités. Le doute est permis, mais ne virez pas dans les excès de grâce. Apprenez les langues. Le Maroc a besoin de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. Les coulisses de la réussite de monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce auront certainement inspiré de nombreuses personnes et auront donné envie à beaucoup d'entre elles de rejoindre ce métier qui est plus qu'un métier, une vocation et une passion.
Et pour l'interview de jeudi prochain, nous allons encore voyager jusqu'à Détroit, où nous parlerons de départ avec 2 valises, $400, de cosmétiques, d'huile d'argan et d'une réussite étonnante. Pour découvrir qui sera mon invité de la semaine prochaine, abonnez-vous au podcast 27, tout simplement.